Bonjour. Bonjour, monsieur Rafa. Bonjour. Oh là là. Bonjour Jean-Pierre. Maria, Elisabeth, Hassia, Tonia. Nous sommes tous présents. Chers leaders, bonjour. Chers jeunes, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette première édition de l'Agora for Youth, nouveau projet de notre organisation Leaders pour la paix. Agora for Youth est une plateforme digitale par et pour la jeunesse africaine, un espèce de pont entre eux et les décideurs, les leaders de notre fondation, pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets et de leur vision de l'Afrique de demain. Cette première Agora se déroule aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, à Ouagadougou, un pays qui connaît évidemment en ce moment la guerre, dans un contexte très particulier, celui du Covid-19, et qui fait face à de nombreux défis. Un pays aussi caractérisé par la jeunesse de sa population, 65% de la population a moins de 24 ans, et une jeunesse qui représente également un énorme espoir pour l'avenir du pays et l'avenir du continent. C'est pourquoi nous avons souhaité aujourd'hui écouter ces jeunes, leur donner la parole, les accompagner dans la réalisation d'un projet fort qu'ils vont vous présenter tout à l'heure. Un groupe de jeunes qui est représenté aujourd'hui par 8 d'entre eux. Et je remercie au nom de vous tous et au nom de Leaders pour la paix, nos leaders du Burkina, la présidente du GAPEF, Justine Poliziati, et le Premier ministre Tersu Zongo, qui va nous rejoindre tout à l'heure, et qui ont travaillé et accompagné pendant plusieurs semaines ces jeunes pour que cette rencontre soit aujourd'hui possible. Le projet qui vous sera présenté, chers leaders, dans quelques instants, est un projet de centre d'excellence, de formation et de promotion de l'agro-pastoral. Il a pour objectif de former au sein d'un incubateur au métier de l'agriculture au profit des jeunes et d'animer parallèlement à ce centre-là un centre multimédia pour valoriser les bonnes pratiques transmises au sein de ce centre de formation. L'idée est de trouver des solutions locales pour revaloriser les terres et la production, l'agriculture étant un secteur fondamental de l'économie africaine et plus particulièrement au Burkina, puisqu'elle emploie plus de 82% de la population active et c'est à peu près 35% du PIB du pays. Donc l'enjeu est important. Mais le secteur, évidemment, représente un immense défi. La rente agricole, les rendements agricoles de l'Afrique vont, selon toutes les projections, baisser de façon significative d'ici 2050 à cause de la dégradation des sols, à cause du réchauffement climatique. Donc, il nous appartient évidemment de valoriser les nouvelles méthodes de développement de ce secteur. Car, comme on le sait, il n'y a pas de paix sans développement. La paix qui est l'ADN de notre organisation. Quelques mots sur Leaders pour la paix, fondé depuis 3 ans maintenant et présidé par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Nous sommes à la fois un think tank, mais aussi une structure d'initiative opérationnelle. Et à travers l'ensemble de nos projets, notre organisation a vraiment pour objectif d'être un laboratoire indépendant pour le multilatéralisme. Et on essaye de proposer de nouvelles approches pour la paix. Évidemment, nous accordons une grande place à la jeunesse au sein de toutes nos activités. Université itinérante de la paix, on a rencontré des jeunes d'Asie, des jeunes d'Europe, des jeunes d'Afrique. Et nous pensons que l'Afrique représente également une vraie opportunité pour renouveler le multilatéralisme en y associant toutes ces forces vives, les jeunes, les femmes, les sociétés civiles. Voilà, notre organisation rassemble 37 personnalités internationales, des prix Nobel, des dirigeants d'organisations internationales, des diplomates. Et nous avons évidemment l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous son président, M. Raffarin, et la chance d'accueillir 4 leaders que je vais présenter rapidement, qui sont là avec nous. L'ambassadrice Assia Ben Salah Alaoui, ambassadrice itinérante auprès de Sa Majesté le Roi du Maroc. Elle est professeure de droit. Elle a fait une thèse sur la sécurité alimentaire mondiale et notamment sur la sécurité alimentaire en Afrique. Ses travaux portent une attention particulière au rôle des femmes dans la résolution des défis alimentaires et accordent une place très importante aux défis du changement climatique. Monsieur Chérif Rahmani, ambassadeur des déserts et des terres arides, ancien ministre de la République démocratique et populaire d'Algérie, spécialiste des questions climatiques. Il a notamment partie prenante des négociations sur la Convention sur le climat. Madame Elisabeth Decré,
qui nous vient de Genève, ancienne présidente du Parlement de la République de Suisse, spécialiste des négociations avec les groupes armés. Elle est la fondatrice de l'Appel de Genève, une importante ONG spécialisée dans les négociations avec les groupes armés. Elle a également travaillé pendant plus de 30 ans sur le terrain dans le secteur humanitaire en Asie, en Afrique, mais également en Amérique latine, avec les populations les plus fragiles et dans les zones de conflit. Et enfin, Madame Maria van der Hoeven, ancienne ministre des Affaires économiques des Pays-Bas, membre de la Commission de l'économie et du climat, spécialiste du secteur de l'énergie. Elle a dirigé l'Agence internationale de l'énergie. Je vous propose que nous commencions et avant cela, je voudrais donner la parole à notre président, Monsieur Jean-Pierre Raffarin. Bon, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux qu'on puisse se retrouver pour parler ensemble d'Afrique et de développement de l'Afrique par et pour les Africains. Je suis très heureux qu'on puisse s'adresser principalement à des jeunes et je suis aussi très heureux que ce soit une jeune, Donia Kawash, qui anime ce débat. Elle est membre de notre board, c'est la plus jeune des leaders pour la paix et elle travaille avec nous, elle est tunisienne, elle a monté une association importante de femmes en Tunisie, tunisienne fière, et elle a cette capacité d'être bilingue, c'est-à-dire l'énergie de la jeunesse, mais en même temps de frotter sa cervelle régulièrement avec des gens d'expérience. Leader pour la paix, nous sommes une organisation non gouvernementale et nous avons au cœur le fait que la situation internationale est préoccupante et que notre expérience nous fait dire que tous ensemble, on peut trouver des solutions à condition qu'on soit très ouvert naturellement à l'idéal de la paix, mais aussi aux spécificités, aux réalités de terrain. C'est à la source des lieux de vie des femmes et des hommes dans les sociétés que peuvent se construire l'avenir. Et dans cette logique-là, nous avons plusieurs convictions. Premièrement, nous voulons parler du développement de l'Afrique parce que c'est le grand sujet mondial. Mais nous voulons parler du développement de l'Afrique avec les Africains et de donner la parole aux Africains et notamment à ceux qui sont directement concernés par ces questions de développement, qui sont les jeunes Africains. Donc notre premier point de départ, c'est de donner la parole aux jeunes pour qu'ils nous parlent de leurs projets pour l'Afrique, jeunes Africains pour l'Afrique. Ça, c'est notre première conviction. Deuxième conviction, c'est qu'il n'y aura pas de paix sans développement. Et troisième conviction, il n'y a pas de développement sans projet. Et donc, nous voulons soutenir des projets de développement pour la paix. Et nous voulons le faire avec des idées africaines, des projets africains, des talents africains. C'est l'intérêt de tout le monde. C'est évidemment l'intérêt de l'Afrique, mais c'est aussi l'intérêt évidemment de l'Europe, continent, je dirais, fraternel de l'Afrique. L'Eurafrique est un espace intercontinental de proximité. L'Europe ne pourra pas être heureuse si l'Afrique est malheureuse et l'Afrique ne pourra pas être heureuse si l'Europe est malheureuse. Il faut qu'on pense ensemble nos développements et qu'on pense ensemble la planète et le développement de cette planète. Voilà pourquoi nous avons réuni cette plateforme, nous avons confié l'animation à Donia pour qu'on puisse donner la parole aux jeunes pour qu'ils formulent un certain nombre de projets, que nous puissions discuter avec eux leurs projets, qu'ils se servent un peu de l'expérience que nous avons acquise les uns et les autres. Et vous voyez que le panel, là, aujourd'hui rassemblé, est un panel de gens d'expérience, à la fois dans la pensée, mais aussi dans l'action, et que nous puissions vous aider, vous accompagner à obtenir les résultats que vous souhaitez dans l'intérêt des projets que vous portez. C'est ça, je pense, notre philosophie, et c'est un lieu de discussion, et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui rassemblés avec plaisir pour vous entendre et entendre sortir de votre cœur les projets que vous avez travaillés et pour lesquels vous pouvez souhaiter différents concours, des concours matériels, des concours humains, des concours de réseau. Nous sommes là pour voir avec vous comment obtenir des résultats dans des directions que vous avez définies.
Je rends donc la parole à Donia en remerciant tout le monde de sa participation et Donia de son animation. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci. Effectivement, des projets qui viennent du cœur. On en discutait justement avec la présidente du GAPEF, Justine Koulidiati, une femme de cœur qui a été aussi la coordinatrice de la plateforme G5 Sahel, qui a dans des conditions pas faciles réuni tous ces jeunes. Justine, avant d'écouter Ibrahim Guigma qui va nous introduire un petit peu le contexte dans lequel se déroule cette première Agora for Youth, on voudrait t'entendre pour nous donner ta vision, mais aussi tes ressentis par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais sincèrement, au nom de tout le groupe des jeunes que nous avons réunis, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Zongo Testus, et à mon nom propre, féliciter et remercier son Excellence, il n'aime pas qu'on le dise, Jean-Pierre Raffarin, pour tous les efforts qu'il fait pour permettre à l'Afrique d'être à la place qu'elle doit être. Pour tous les efforts qu'il fait pour permettre à la jeunesse d'hériter d'un bon passage de nous, les plus âgés, pour permettre au monde de vivre plus dans la quiétude, car cette quiétude est indispensable pour que chacun puisse travailler, pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait un mieux vivre. Je voudrais simplement dire que la sélection de ces jeunes vient d'un certain nombre de groupes de lobbying de jeunes pour lesquels soit je suis mentor, soit j'ai été retenu par le système, l'Union européenne ou le PNUD pour les accompagner à travers la RSS, la réforme du secteur de la sécurité, ou à travers le projet Voix des jeunes de HD, qui est une ONG suisse, et qui, au sein des jeunes et des femmes, des filles leaders qui ont été formées pour assurer la paix des les communautés de base, parce que c'est là que ça se joue. C'est dans ce sens que je tiens sincèrement à tirer aussi ma révérence à Donia pour tous les efforts qu'elle a fait pour que cette rencontre puisse avoir lieu, afin d'écouter les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux, qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir faire pour avoir plus de repères, un meilleur avenir et relever les défis qui se posent non seulement à leur pays, mais aussi à l'Afrique tout entière et au monde. Parce que nous sommes dans un monde multilatéral où tout le monde a besoin de tout le monde. Lorsque un pays est en difficulté, tous les pays en souffrent. Il faut travailler, comme son Excellence Jean-Pierre le souhaite, dans une direction qui va permettre à chacun d'être à l'aise et de profiter des uns et des autres. Je vous remercie. Merci, chère présidente. Merci, chère Justine. On va donner maintenant la parole à Ibrahim Guigma, qui va nous parler justement un petit peu du contexte. Ibrahim est un jeune talentueux, expert en communication institutionnelle. Il a rejoint l'ONG suisse dont vous parliez et il est le coordinateur au Burkina de la Voix des jeunes du Sahel depuis 2018. Il est également il a été directeur de la communication du ministère des Énergies renouvelables et Ibrahim est passionné du 7e art. Il est réalisateur et directeur de production de plusieurs œuvres et il a été lauréat d'un grand prix de ciné-droit libre en 2019. Cher Ibrahim, la parole est à vous pour nous présenter rapidement le contexte avant de passer à la présentation du projet. Merci. Merci Donia, merci Excellence, Monsieur le Premier ministre, Président du Leader for Peace. Excellence, avec toutes les sommités qui sont panélistes aujourd'hui, je m'en voudrais en tant que premier à prendre la parole avec les jeunes qui sont avec moi dans la salle et à la suite de la présidente du GAPEF de ne pas reconnaître encore votre engagement, comme l'a dit Mme Koulidiati,
pour l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs les panélistes, Donial a un peu campé le décor dans son laïus introductif avec quelques mots, mais je voudrais tout simplement rappeler quelques éléments de contexte en guise d'introduction pour dire que les crises que traverse le monde sont un peu plus exacerbées au Sahel, notamment au Burkina Faso, et comme élément indicateur de cet ébranlement, il y a la sécurité. Depuis les conflits libyens, maliens, vous le savez, cette partie de l'Afrique est bouleversée par le phénomène terroriste, l'extrémisme violent et tout ce qui suit comme élément constitutif d'un climat délétère en matière de sécurité. En plus de cet élément de sécurité, il y a la santé. Cette pandémie de la COVID-19 qui a également secoué le monde a été encore plus ressentie en Afrique et a contribué à fragiliser davantage les politiques publiques qui, on peut, il faut le dire, considérer la femme, la jeune fille, le jeune africain, notamment dans cette partie du continent. Donc, aujourd'hui, pour nous pensons que nous sommes des privilégiés d'avoir été sélectionnés à être ici dans cette salle en contact avec vous pour parler de ce projet Agora for You, qui est pour nous une formidable plateforme, une opportunité immanquable pour nous, rêver, pour pouvoir en quelque sorte construire notre avenir, comme l'a dit Monsieur le Président, par nous-mêmes. Parce que nous le disons, pas parce que nous pensons que vous avez la clé de notre développement, mais parce que nous pensons que vous pouvez nous aider à trouver la clé de notre propre développement. Donc, ce projet que mes camarades et moi allons vous présenter tout à l'heure, c'est un centre de formation agro-pastorale pour des jeunes leaders pour la paix. Donc, de par sa dénomination, nous disons tout simplement que nous portons notre mission dans notre nom. Parce que qui parle de centre de formation agro-pastorale parle inévitablement de la question cruciale de l'employabilité des jeunes africains, des jeunes sahéliens, des jeunes burkinabés. Voilà, donc nous disons que tout à l'heure, nous allons vous exposer les tenants et les aboutissants de ce projet et nous vous remercions encore pour cette oreille attentive que nous espérons de votre part. Merci Donia, merci encore à tous les panélistes. Merci Brahim de cet exposé. Effectivement, merci d'avoir rappelé ces éléments de contexte. Et toutes les crises que traverse le Burkina aujourd'hui, mais aussi votre volonté de vous en sortir par vous-même et de créer vos propres voies. Ce projet d'un centre agro-pastoral va être présenté maintenant par deux autres jeunes, Madina Wali. Madina est ingénieure en génie électrique. Elle est responsable d'un département de production dans une entreprise importante au Burkina. Elle est membre du GAPEF, le groupe d'action pour la promotion de l'éducation et de la formation de la femme et des jeunes filles. Et elle travaille également dans une association qui a pour objectif de dynamiser la jeunesse du Burkina, notamment à travers des cours en leadership. Et on a également avec nous pour présenter ce projet Kadiatou Koulibaly, qui est également membre du réseau GAPEF et qui est chargé des programmes genre du réseau Afrique Jeunesse et qui était précisément à la Ligue de la consommation du Burkina. La parole est à vous. Merci Donia. Merci, chère Excellence, pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer en cette soirée. Alors, au vu du contexte que M. Guigma vient de nous présenter, nous pensons que le projet capable de résoudre le problème de la jeunesse burkinabé est de créer un centre de formation et de promotion agro-pastorale. Le but principal de ce centre est de créer de l'emploi, d'autonomiser la jeunesse burkinabé. De par cette autonomie financière, nous pensons que les problèmes d'insécurité, de rébellion seront largement résolus parce que nous savons que tous ces actes inciviques sont dus généralement à la pauvreté précaire.
Et donc, afin de soutenir cette autonomisation de la jeunesse et de promouvoir la paix dans le monde, nous comptons également mettre en place un centre multimédia dans ce centre agro-pastoral dont l'objectif sera de vulgariser les bonnes pratiques endogènes et exogènes dans le domaine de l'agro-pastoral à travers le Burkina et le monde, mais aussi de donner des formations en leadership, en confiance en soi, afin de redynamiser la jeunesse burkinabé. Alors, pour la réalisation de ce projet, le premier axe stratégique consiste à créer et à démultiplier des pépinières. Et le deuxième est d'accroître une meilleure connaissance des valeurs sociales et leadership des jeunes. Les activités que nous allons mener dans le cadre de ces différents axes sont entre autres des activités de formation en techniques innovantes, des activités de développement personnel, des activités de formation en technique et en gestion de comptabilité managériale. Nous avons également d'autres activités, à savoir la production et la diffusion des messages de sensibilisation sur la tolérance et le civisme, la production et diffusion d'émissions radio et de sensibilisation sur les avantages de la pratique de l'agrobusiness et la valorisation de nos ressources naturelles dans la lutte contre la pauvreté, de la cohésion sociale. Alors, je m'en vais laisser la parole à Madame Koulibaly qui va nous présenter la stratégie d'intervention. Je voudrais annoncer la venue de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui prendra place dans les 5 prochaines minutes. Merci. Pour l'opportunité que nous nous donnez ce soir de présenter notre projet. La mise en œuvre de ce projet sera confrontée à des contraintes, comme dit précédemment, de sécurité, de tensions sociales que nous connaissons actuellement. Mais nous pouvons dire aussi que ce projet a des avantages, nous avons des forces, car à notre sein, nous avons des jeunes dynamiques, pluridisciplinaires, qui sont issus de formations dans plusieurs domaines, notamment l'agrobusiness, la gestion des entreprises. Pour la mise en œuvre également du projet, nous aurons à tisser des partenariats avec les différents ministères, le ministère de l'Agriculture, celui de l'élevage, du commerce, et également avec des ONG qui sont sur place pour pouvoir accompagner les jeunes. Maintenant, la sélection des jeunes se fera au niveau local. Les jeunes seront sélectionnés au niveau local à travers des tests qui seront faits à travers des TDR qui seront préétablis. Et à travers ces tests, les jeunes seront orientés, seront les choix qu'ils auront fait, des filières qu'ils auront choisies, l'agriculture, l'élevage ou la pisciculture. Ces jeunes choisis subiront des formations techniques, mais aussi pratiques. Il y aura la théorie et la pratique. La pratique se fera au niveau des ONG qui sont déjà sur place, qui ont des petites entreprises où ils pourront mettre en pratique les formations qui seront acquises. Et à l'issue de cette formation, il y aura des financements par cascade. Nous aurons des micro-projets qui seront présentés par les jeunes. Ces micro-projets seront sélectionnés par un jury et après cette sélection, les jeunes pourront se mettre à leur propre compte et développer des entreprises. Le premier groupe de jeunes qui sera formé, qui pourra se mettre à son propre compte, pourra accueillir les autres jeunes qui vont venir après leur formation. C'est essentiellement ça au niveau de la mise en œuvre du projet. Ça concerne l'axe 1. Nous avons aussi l'axe 2 au niveau du centre multimédia qui sera mieux abordé par M. Guigma. Merci beaucoup. Alors, en quoi consiste concrètement et en quelques mots ce projet de multimédia? Il s'agit d'un groupe radio, télévision et des médias du multimédia, des web médias qui sera implanté au Burkina Faso et qui va avoir la particularité, j'allais dire, qui va avoir ce caractère innovant
nos aînés me démentiront, c'est le média qui sera animé par les jeunes, pour les jeunes, et à la différence des autres médias jeunes qui se contentent de diffuser des dessins animés et autres films de divertissement. Donc, voici la particularité de ce média à travers ces contenus, les contenus que nous allons diffuser. Et à travers ces contenus, nous pouvons également être en contact et bénéficier de la formation des leaders que vous êtes, par exemple. Quel jeune Africain ne rêve pas d'avoir un contact via média avec son Excellence M. Raffarin, avec son Excellence M. Ramani, Madame Elisabeth? Ce sont des contenus ainsi qui vont inspirer les jeunes, qui vont leur indiquer le chemin à suivre. Et l'emprise de ce projet ne sera pas seulement que burkinabé, ça sera un peu trop nombriliste. Nous voulons que ce projet ait un impact au-delà de nos frontières. Voilà pourquoi nous prévoyons dans la mise en œuvre que cette chaîne, ce multimédia, diffuse non seulement en français, en anglais, mais aussi en arabe, à travers les canaux ordinaires, les zones hertziennes, mais aussi en streaming, c'est-à-dire à travers Internet. N'importe quel jeune Africain résidant sur le continent ou ailleurs dans le monde pourra s'inspirer des exemples, des success stories, comme on le dit, qui seront diffusés, qui seront promus à travers ce média. Donc pour nous, l'éducation, la formation sont la clé pour le développement du continent africain au stade que nous voulons arriver. Voici un peu ce que nous allons faire. Et en plus des activités que ma camarade avait citées tantôt, nous allons un peu valoriser les valeurs endogènes du continent africain, consolider la paix à travers ces médias, parce que quand il y a conflit, vous conviendrez avec moi que ce ne sont pas les personnes âgées ou les femmes qui prennent les armes, ce sont les jeunes. Donc, à travers ce média, nous allons nous allons semer la paix dans la jeunesse, et nous allons également, comme je l'ai dit, par la promotion des success stories, c'est-à-dire capitaliser les modèles de réussite, vulgariser les entreprises qui ont réussi dans leur domaine, dans notre pays, et à la fin, créer cette plateforme sur les réseaux sociaux pour mieux faire connaître les projets, de sorte à ce qu'un projet réussi au Burkina par un Sahélien puisse inspirer un jeune Maghrébin ou un jeune Sud-Africain. Et c'est ainsi que nous pensons que nous allons transformer notre monde pendant que nous sommes encore les jeunes de notre continent. Merci Brahim, merci Madina, merci Kadiatou. Un projet donc qui soit à la fois un centre de formation agro-pastoral autour de l'agriculture, de la pisciculture, de l'élevage, qui crée et qui démultiplie les pépinières, mais également un média, un centre multimédia, un média qui diffuserait des modèles de réussite à l'échelle du continent et qui sèmerait la paix au sein de la jeunesse africaine. Tels sont donc les contours de ce projet. Avant d'avoir les réactions des leaders sur ce qui vient d'être dit, je vous propose qu'on donne la parole au Premier ministre Tersus Zongo qui vient d'arriver. Enfin, je ne sais pas trop bien qu'est-ce que je dois dire. Sinon, dire merci à tous les collègues qui ont pu faire le déplacement, à Jean-Pierre qui a fait beaucoup confiance à sa jeune équipe, ça je dois le dire, parce que la mise en œuvre n'a pas été aussi simple que cela. Et pour vous dire toute la vérité, moi je suis sorti d'une réunion, je suis venu pour écouter les jeunes, voir un peu qu'est-ce qu'ils nous exposent, quelles sont vos réactions par rapport à leur attente de jeunes pour le continent, pour leur pays, et par la suite, comment nous qui sommes sur le terrain avec eux, nous pouvons les accompagner. Donc, bon, pas grand-chose à dire, comme j'aime parler d'habitude. Aujourd'hui, je suis venu pour ne pas parler, pour écouter. Merci. Merci beaucoup, cher Tertius. Merci. Je vais passer la parole à Maria Van der Hoeven. Maria, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Maria, qui est une spécialiste des questions climatiques, des questions de développement durable et qui est très attachée à ces questions, notamment sur le continent africain. Voilà, quelles sont vos réactions par rapport à ce qui vient d'être dit et à ce qu'ont présenté nos amis burkinabés? Merci beaucoup, Donia, pour l'invitation de participer dans cette agora. Je pense que ce projet
est très intéressant et aussi très bien pensé. Il y a naturellement de nombreuses conditions qui sont attachées au développement économique durable et à la paix. Et il faut choisir. Et ce projet, pour moi, met l'accent sur deux de ces conditions en conjonction, les uns et les autres. L'un, c'est suffisamment de nourriture produite au pays, l'agrobusiness, la pisciculture, d'autres choses, et l'importance de renforcer sa propre économie, encourageant l'esprit d'entreprise. Et cela me plaît beaucoup. C'est un nouvel épisode de l'évolution burkinabé. Et de cette façon, une chaîne alimentaire durable peut être mise en place. Et c'est très important parce qu'ainsi, l'argent circule au Burkina Faso même. Et ça, c'est important parce que ainsi, on réalise une chaîne de valeur et donc l'argent ne va pas à l'étranger pour le paiement des importations de produits alimentaires. Et ce que je préconise, c'est que les connaissances deviennent disponibles. On a besoin de contacts, on a besoin des relations hors de Burkina Faso. Et d'où l'importance de partager d'expériences au Burkina Faso et également avec des jeunes entrepreneurs et des universités hors du Burkina Faso. Il y a deux autres points qui me semblent très importants concernant le projet. Chaque culture alimentaire qui fonctionne bien a besoin d'eau, quantitatif, qualitatif et au bon moment. Et chaque économie a besoin d'un approvisionnement énergétique, durable, accessible et durable et abordable. Et peut-être ces deux points pourraient être un ajout intéressant au projet. Merci beaucoup de votre attention et beaucoup de bonne chance et bon courage. Merci Maria van der Hoeven. Donc, optimiser l'approvisionnement énergétique et l'approvisionnement en eau pourrait être effectivement deux volets qui mériteraient d'être développés pour donner à ce projet toute sa force. Vous avez parlé d'encourager l'esprit d'entreprendre, de créer une chaîne de valeur. Il y a un autre aspect qui a été évoqué par les jeunes, c'est aussi la volonté de diffuser des modèles de réussite via ce centre de formation, via ce centre-là, dans un contexte où la menace terroriste est importante, parce que les jeunes, on le sait, sont les premières victimes des groupes terroristes. Et Madame Elisabeth Decré, vous avez mené des négociations avec des groupes armés, vous connaissez ces contextes-là, quelles sont vos réactions? Qu'est-ce que vous pourrez conseiller à ces jeunes pour optimiser au mieux ce projet dans un contexte politique et sécuritaire difficile? D'abord, merci à Donia et à Jean-Pierre Raffarin pour continuer de travailler dans le sens de la paix. Merci aussi à tous ceux qui ont organisé cette réunion. Et puis, j'ai pu lire un bref compte-rendu des formations des jeunes leaders qui sont avec nous aujourd'hui, que je salue. Et j'étais très impressionnée par le bagage qu'ils ont déjà toutes et tous. Donc, je suis confiante que ces jeunes vont vraiment s'engager avec une volonté de changement. Et j'aimerais commencer par les féliciter et les remercier parce que le changement viendra, comme ça a été dit déjà, de vous et par vous et non pas de l'extérieur. Donc ça, c'est un aspect important. Pour avoir beaucoup travaillé dans les situations de conflit, le conflit et les violences sont alimentés par la pauvreté, par le chômage, par l'insuffisance de respect des droits fondamentaux. Et avec un projet tel qu'il est présenté aujourd'hui, ce sont en effet des valeurs qui devraient pouvoir prévenir ce genre de problème. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui, soit parce que leurs droits sont systématiquement bafoués, soit parce qu'ils n'ont pas de travail ou qu'ils sont exploités dans leur travail, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement difficile à accepter. Et ces jeunes, ils rejoignent souvent la lutte armée, estimant qu'ils n'ont plus rien à perdre et que là-bas, ils recevront le minimum parfois d'argent ou de nourriture qu'ils n'ont pas dans leur quotidien. Donc, je
Je pense que ce projet qui veut mettre des jeunes en route, qui veut travailler sur des possibilités de travail, de développer leur propre pays, est extrêmement important. J'aimerais souligner une ou deux choses. Dans toute la formation qui est prévue, je pense qu'il devrait y avoir aussi, et c'est parce que c'est essentiel, une formation à une bonne gestion des ressources humaines. Je veux dire, il faut qu'il y ait dans ce projet aussi des salaires respectueux des personnes qui vont travailler sur le terrain, pas d'exploitation, pour que les chaînes de production puissent, elles, se faire de l'argent sur le dos des travailleurs. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, la gestion des travailleurs, et leur donner une participation importante à ce qu'ils vont produire. Les chaînes de réseau court maintenant sont importantes, on le sait, c'est pour des questions de développement durable, c'est pour des questions de nourrir la population locale, mais on l'a vu avec le Covid et on craint qu'il y aura d'autres crises genre Covid. Quand l'exportation ou l'importation ne fonctionne plus parce que tout est fermé, l'importance de pouvoir avoir une autonomie alimentaire est vraiment essentielle. Puis, comme voilà, on m'a demandé d'être brève, et je crois que on aura l'occasion d'en reparler, moi je dirais aussi à ces jeunes qui ont visiblement une volonté, une ambition formidable, d'être patient, parce qu'un projet comme ça, c'est une transformation, c'est pas juste tout d'un coup changer quelque chose, une rupture et on instaure autre chose. C'est une transformation et ça prend du temps toujours. Donc la jeunesse, elle est souvent impatiente et voilà, avec quelques années de recul, moi je peux vous dire qu'il faut avoir de la patience et que chaque pas qui est fait vers l'objectif que vous est donné est une victoire et que l'objectif ne sera pas atteint du jour au lendemain. Et puis, je reste bien sûr à disposition pour d'autres questions, mais je crois que pour revenir à l'interrogation de Donia au début, la violence et les conflits naissent d'un peuple ou de gens de la population qui sont malheureux, qui ont des droits bafoués et qui n'ont pas de quoi se nourrir. Merci Elisabeth. Combattre donc la pauvreté, créer une vraie autonomie financière, notamment à ce projet, et une vraie autonomie alimentaire sont effectivement un des objectifs de ce projet. Assia Ben Salah, vous avez beaucoup travaillé sur cette question de l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes aujourd'hui? Comment faire converger cet objectif économique avec aussi un objectif d'autonomie? Je vous remercie de m'inclure dans ce groupe. Je suis parfaitement ravie de voir les jeunes qui en veulent et surtout avec une immense ambition. Donc, j'essaierai d'être brève, même si j'ai pas mal de remarques à faire, et peut-être pour être plus constructive, je souhaiterais faire des remarques directes sur le projet qu'ils ont formulé, car je le trouve extrêmement ambitieux, peut-être un peu trop, car parfois on dit qu'il trop embrasse mal étreint, et il y a des petites erreurs de forme qu'il faudra impérativement corriger, mais ça, c'est pas grave. À commencer d'ailleurs par le titre, peut-être un titre pas trop long pour qu'il soit accrocheur et que l'acronyme soit aussi vendeur, et éviter aussi les néologismes et des créations de termes qui ne veulent rien dire comme accès. Alors peut-être dans leur désir de bien faire, il y a une espèce de petite confusion entre les activités, les stratégies et la multiplication des secteurs. Alors peut-être sur le fond, ma première remarque serait concernant des objectifs peut-être trop multiples et une grande dispersion, car chaque domaine à lui seul mérite un projet à lui seul. Tout le secteur agricole avec toute la filière, depuis la production jusqu'au marketing, tout le secteur de création d'entreprises qui est un vrai métier, tout le secteur multimédia qui est également un véritable créneau à l'heure actuelle, et bien entendu la diffusion et les échanges de bonnes pratiques. Donc ce qui est important, c'est de donner quand même l'importance au secteur fondamental qui va s'adresser à un pilier de l'économie du Burkinabé, qui représente, vous l'avez dit Donia, je ne reviens pas là-dessus, mais surtout qui emploie 83% des ressources de la nation, et où surtout nous voyons, et ça c'est important, je ne reviens pas sur les chiffres globaux, mais où nous voyons un chômage des jeunes de 8,6%, donc supérieur au chômage national de 6,6%, mais surtout de 30% chez les jeunes femmes.
entre 14 et 25 ans. Or, on sait que les femmes sont souvent massivement dans l'agriculture. Alors, ce qui serait important, c'est, et là, je ferai quand même une critique, si vous voulez, à notre groupe. Je trouve que les leaders sont vraiment formidables, qu'ils ont vraiment des backgrounds bluffants, mais je regrette qu'il n'y ait pas plus, ou qu'il n'y ait pas du tout, des spécialistes du secteur. On ne peut pas faire de la formation sans avoir un minimum ou un ingénieur agronome ou des techniciens de l'agriculture, des techniciens de l'environnement, car n'oublions pas que ça fait partie des sciences de la vie qui sont des secteurs multisectoriels et qui sont extrêmement complexes et où il y a des données scientifiques extrêmement importantes. Donc, je souhaiterais quand même qu'on revoie peut-être un petit peu cela et voir s'ils peuvent s'appuyer également sur l'expertise pour les aider dans ce stade de mise en forme du projet, car c'est absolument fondamental de cela. D'autant plus qu'il va falloir repenser tout le modèle. Et la période s'y prête, puisque nous sommes en train de repenser les modes de production et les modes de vie dans cette phase difficile du Covid. N'oublions pas que l'agriculture du Burkinabé est une agriculture de subsistance, avec 83% pour les cultures vivrières, essentiellement le sorgho et le millet qui sont consommés dans les zones rurales, et un peu de riz, pas beaucoup malheureusement, et de maïs dans les zones urbaines. Et il faudra par conséquent considérablement améliorer la productivité tout en faisant attention à la gestion, l'optimisation, mais la régénération des ressources naturelles. Alors là, il y a un atout fondamental peut-être à exploiter, et c'est pour cela que je trouve qu'il est formidable de faire appel à la jeunesse, parce qu'elle va pouvoir apporter la modernisation, l'innovation, la créativité, l'énergie, mais aussi va s'appuyer sur l'expérience et sur la sagesse locale des anciens. Et en même temps créer ce lien intergénérationnel qui est fondamental pour la cohésion sociale de nos sociétés en Afrique et qui va permettre justement, à travers ce métissage des know-how, de mieux répondre à la problématique locale qui est souvent dans des écosystèmes, on l'a dit, extrêmement fragiles. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit et notamment sur l'eau. Donc, il est important qu'ils précisent aussi un peu les outils et les moyens. Ils ont parlé de partenariat, c'est bien, c'est même indispensable, mais il faut aussi qu'ils puissent exister par eux-mêmes. Donc, à mon avis, s'ils font de la formation, il faudrait qu'ils puissent réellement former des jeunes agriculteurs, parce qu'à travers justement cette formation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est la revalorisation de tous les secteurs qui va être réalisée en attirant les talents, en attirant les entrepreneurs et en attirant évidemment les investissements qui sont fondamentaux. Et par conséquent, c'est cette revalorisation du secteur qui va revaloriser aussi les jeunes eux-mêmes qui très souvent ne sont plus attirés par l'agriculture. Ils trouvent que c'est ringard, que c'est anachronique, que c'est vieux, alors que ça constitue dans nos pays quand même un des piliers. Et aussi, on a dit, il faut faire attention au changement climatique puisque les rendements vont s'épuiser, que les terres arables s'épuisent également. Par conséquent, la donnée écologique qui est pressentie par beaucoup de penseurs et beaucoup d'observateurs comme également une clé de la relance dans l'époque post-Covid, puisse être très fortement intégrée et puisse justement servir pour leçon, car en Afrique, c'est notre grand problème, c'est la fragilité des écosystèmes et malheureusement l'absence et la difficulté justement de moderniser tous ces systèmes de production qui continuent à être des parcelles familiales, des micro-parcelles, etc., etc. Donc, cette modernisation peut profiter à tous ces jeunes, d'abord pour les garder un petit peu chez nous, chez eux plutôt, et les empêcher d'aller en ville, grossir le lame prolétariat et peut-être d'émigrer à l'étranger. Donc c'est vraiment un secteur qui va revivre et qui peut bénéficier justement de la
modernisation, avec l'innovation, mais j'insiste encore une fois avec le lien sur les know-how indigènes qui connaissent beaucoup mieux les backgrounds à la fois culturels et écologiques. Merci Assia Ben Salah. Donc revaloriser le secteur en créant un vrai pool d'expérience pour améliorer aussi l'attractivité, mais penser également à l'écosystème pour transformer cette agriculture de subsistance en une agriculture capable de générer des revenus et de l'autonomie, et évidemment tenir compte des ressources naturelles. Chérif Rahmani, on en avait discuté quand vous avez présenté donc, ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette gestion des ressources et sur les partenariats aussi qui ont été proposés par nos jeunes pour faire aboutir ce projet? Très bien, je remercie Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, et également l'ensemble de mes collègues et bien entendu de nos jeunes amis de ce pays, des hommes et des femmes intègres. Alors, je voudrais simplement dire que nos jeunes amis interviennent dans un contexte triplement favorable. Je voudrais le dire très rapidement. Le premier contexte, c'est que l'agriculture, d'une manière générale dans le monde, est aujourd'hui à un tournant. Elle sort de l'agriculture productiviste, qui était orientée par le profit, et aujourd'hui de plus en plus, sous la pression notamment de l'opinion, on s'oriente vers une agriculture biologique, vers une agriculture verte, vers une agriculture orientée vers l'utilité. Je crois que c'est une chance importante qu'ils saisissent ce tournant, nos jeunes, de s'intégrer dans l'agriculture. Le deuxième élément qui me semble important, c'est que l'Afrique et le Burkina Faso redécouvrent l'importance de l'agriculture. C'est important. 83%, 82% de la population, mais seulement 35% du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut. Et l'on sait aujourd'hui qu'avec 1% de développement de l'agriculture, on obtient un demi-point dans le PIB. C'est dire la liaison forte qu'il y a entre l'agriculture et le développement d'une manière générale. Je crois que c'est là une deuxième chance pour le Burkina et pour l'Afrique. Le troisième élément, c'est qu'il y a un moment où le climat, il faut l'anticiper. C'est un élément important. Donc, il faut qu'ils intègrent l'ensemble des éléments d'adaptation qui permettent à nos jeunes agriculteurs de ne pas être surpris par l'augmentation, bien sûr, des changements climatiques, mais également des éléments qui vont modifier les conditions et les facteurs de production de l'agriculture. Dans 10 ans, on ne sera plus dans le même écosystème que celui que nous vivons, ou dans celui où ont vécu nos parents et nos arrière-parents. Donc, c'est l'élément important. Cette triple chance, je voudrais la souligner. L'autre élément que je voudrais souligner très rapidement également, c'est que beaucoup de jeunes dans le monde, que ce soit dans le nord ou dans le sud, disent qu'ils vivent un métier bullshit, c'est-à-dire un métier, je m'excuse de le dire, un métier de merde. Ils ne sont pas du tout satisfaits de leur métier. Alors vous, les jeunes au Burkina, vous allez être dans un métier utile, dans un métier qui va vous valoriser, parce que vous allez apporter une valeur ajoutée à l'autre. Vous allez apporter une valeur ajoutée à vous-même, vous allez apporter une valeur ajoutée également à votre économie, parce qu'il y a une liaison forte entre l'économie et votre action, puisqu'on sait que l'Afrique va importer en produits agricoles près de 130 milliards de dollars en 2030. Donc, vous participez fondamentalement à l'autonomisation, à la souveraineté de votre pays. C'est ça qui est valorisant. Ce que je voulais vous dire, donc, vous allez être dans un métier du vivant. Rappelez-vous, lors de la pandémie, quel est le métier qu'on a flatté? C'est le métier de la santé, parce que c'est lié à la vie et au vivant. Vous allez être lié donc au vivant, c'est important. Vous allez vous identifier à un projet. Vous allez donner un sens à votre action. Vous allez également avoir l'estime de soi, d'apporter une valeur ajoutée, parce que vous allez faire un travail utile. Vous allez vous épanouir. Vous allez vous auto-réaliser. Je pense que c'est là votre chance. C'est là la chance du Burkina. Et c'est là la chance de l'Afrique. Donc voilà, je vous souhaite donc bon vent. Et pour les questions techniques qu'on abordera tout à l'heure,
Alors, on en parlera si vous le permettez, et je répondrai à vos questions aujourd'hui, demain et après-demain. Je suis à votre disposition en tant qu'Africain, mais également en tant qu'ami du Burkina, où j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs. Merci, Monsieur Ramani, pour ces paroles encourageantes, motivantes et inspirantes. Ce projet s'inscrit dans un momentum très positif, vous l'avez dit, un tournant pour l'agriculture verte, mais aussi un moment où l'Afrique va beaucoup importer et où c'est peut-être l'occasion qu'elle développe son autonomie. Pour rester sur ces notions de leadership et d'inspiration, je voudrais passer la parole à notre président, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, qui enseigne sur le leadership et qui est... Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui ont aussi, dans les discussions qu'on a eues avec eux, clairement dit qu'ils voulaient être un petit peu guidés, comment devenir un bon leader, comment être inspiré, comment mener à bien ces projets? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui? Un bon leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et c'est quelqu'un qui sait emmener les autres dans sa vision. Et c'est quelqu'un qui sait rassembler les forces pour son projet. Donc, moi, ce que j'ai entendu me plaît beaucoup parce que je vois, comme plusieurs de mes collègues l'ont dit déjà, une vision de la nouvelle agriculture, je dirais, post-conscience, post-Greta, post-conscience de la planète. Nous sommes dans une nouvelle phase. L'agriculture de demain ne sera pas celle qu'elle était hier. Il y a des évolutions très importantes. Il va y avoir une redistribution, il va y avoir des technologies et justement ces préoccupations, comme Chérif le disait, sur la santé et sur les exigences environnementales. Donc, il y a quelque chose à inventer. Donc, il ne s'agit pas de faire au Burkina ce qu'on faisait il y a 20 ans dans d'autres pays. Il s'agit de faire au Burkina aujourd'hui ce que dans 10 ou 15 ans, on fera dans d'autres pays. C'est-à-dire de se projeter dans cette agriculture qui est une agriculture bouleversée par les temps nouveaux. Ensuite, ce que je trouve très bien dans ce projet, c'est la fonction production, et donc le savoir, et la fonction communication, la pédagogie, pour à la fois faire avancer les valeurs, mais aussi les technologies, et d'une manière générale, les prises de responsabilité. Car un bon leader, Marshall Donia, c'est un leader qui sait communiquer. Et donc, la communication doit faire partie de l'acte de production et c'est très bien de mêler les deux parce que c'est, je crois, le moyen d'avoir toujours cette idée pédagogique. Ce que ces jeunes peuvent faire au Burkina, ça pourra se faire peut-être dans d'autres sites du Burkina, peut-être dans d'autres pays en Afrique, peut-être ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que de toute façon, il y a une ambition pédagogique dans cette aventure. Donc, j'ajouterais aussi, et c'était notamment Maria van der Hoeven qui l'a dit, mais c'est très important aussi de penser à l'indépendance alimentaire. Asia connaît ce sujet, elle en a parlé, mais les Français ont découvert avec la crise du Covid que le paracétamol était chinois. Et d'un seul coup, on se dit « Ah, on n'a pas de paracétamol ». Bon, il y a plein de produits qu'on n'a pas. Et donc, tout le monde va réfléchir à la souveraineté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut absolument avoir chez nous ou en Europe ou dans des pays amis avec lesquels on peut travailler, mais c'est quand même un problème que d'avoir une certaine dépendance sur des produits essentiels venant de pays dont on n'est pas sûr forcément de l'amitié à très long terme. Donc, je dirais que votre projet, il me paraît bien dans l'air du temps. Il y a, je crois, un certain nombre de questions qu'il faut essayer d'éclaircir. D'abord, de toute façon, il faudrait penser à la taille du projet. Parce que dès qu'on va parler argent, dès qu'on va parler naturellement de mobilisation de moyens, il faut voir quelle taille. Et dans des projets comme ça, ce qu'il faut, c'est pouvoir procéder par phase. Une première phase, une deuxième phase, pour avoir des résultats assez vite. Si on veut tout de suite avoir 1000 stagiaires, 1000 étudiants, tout ça, ça va prendre beaucoup de temps à faire un tour de table. Ça. Si on commence par une première étape, on se donne des résultats plus tôt. Donc, voir la taille du projet. Ça, c'est une question très importante et éventuellement le phasage du projet. Premier point.
Deuxième point, la relation avec l'État burkinabé. Parce que c'est aussi important. Chaque État a souvent sa politique éducative, ses priorités, et dans un sujet comme ça, vous avez quand même une ambition, je dirais, un peu de service public, même si vous allez aider des entrepreneurs à créer des entreprises libres et indépendantes, vous vous inscrivez quand même dans une stratégie collective burkinabèse. Donc, il faut voir quelle est la place que l'État doit avoir dans cette affaire. Je pense par exemple dans les programmes pédagogiques. Qui va définir le programme pédagogique? Est-ce que vous faites ça en lien avec l'État? Est-ce que vous le faites de manière complètement autonome ou est-ce que vous prenez un partenaire étranger? Donc là, il y a une question, je pense, de stratégie, je dirais un peu nationale de votre projet pour que le Burkina soit content de votre projet, je dirais, et qu'il adhère à votre projet. Donc, 1, la taille, 2, la relation avec l'État. Et j'ajouterai aussi les pouvoirs locaux éventuellement. Troisièmement, ce qui est très, très important aussi, c'est de voir quelle est la place que vous pouvez donner à des partenariats étrangers. Quelle est la place que vous pouvez donner? Par exemple, en France, les régions ont la responsabilité des centres de formation professionnelle. Donc, je pense à ma région, mais il y en a d'autres. Mais ma région, qui est la région qui a beaucoup de partenariats, notamment le Poitou, la Vienne, Loudun est jumelé avec Ouagadougou, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Les territoires sont responsables de centres de formation. Donc, on peut voir si un territoire pourrait participer dans le tour de table de projet. Est-ce que vous envisagez des perspectives comme ça, d'avoir une ville, un centre de formation, une université, une organisation agroalimentaire, voire une entreprise? Est-ce qu'une entreprise internationale peut être partenaire ou pas partenaire? Ça, je pense qu'il faut bien que vous définissiez ça pour que vous soyez je dirais, très à l'aise dans vos relations. Vous dites, par exemple, on veut bien 30% de financement venu de l'étranger, mais on veut pas que ça aille au-delà. Il faut définir un peu le qui fait quoi, je pense, dans ce genre de mécanique. Je suis assez matérialiste, mais c'est pour qu'on puisse un peu avancer et puis qu'on puisse organiser éventuellement des prises de contact pour pouvoir avancer plus avant. Enfin, je termine en disant que ce qui me paraît maintenant très, très important, c'est que on puisse mesurer la place que le développement personnel doit avoir dans le projet par rapport à l'enseignement, je dirais, général de, par exemple, des technicités agricoles, des technologies agricoles. Parce que à plusieurs reprises, on a parlé de développement personnel. Ça, je crois que c'est très important. C'est pas tout à fait le même métier qui est un métier qui consiste à apprendre des techniques pastorales, apprendre des techniques agricoles, et puis apprendre dans le développement personnel de la communication, le rayonnement, l'animation de réunion, un certain nombre de choses. On peut mêler les deux, mais je pense qu'il est très important de bien voir la place du développement personnel. Je crois que si vous voulez avoir des jeunes chefs d'entreprise, et ces jeunes chefs d'entreprise, il faut qu'on les aide à avoir en effet la musculature pour porter leur projet. Donc ça, il faut le penser, et donc c'est une autre forme de formation, mais c'est très intéressant d'avoir cette approche hybride que vous avez. Moi, ce qui me paraît essentiel dans tout ça, et je termine, c'est de bien nous placer en anticipation, dans l'intérêt de l'Afrique comme dans l'intérêt des autres. Il ne s'agit pas, dans notre démarche, je crois que mes collègues sont d'accord avec moi, de nous dire, tiens, ce qu'on a fait à Lyon dans les années 60, on va le faire au Burkina maintenant. Bon, ça a été une méthode de pensée. Mais c'est plus ça aujourd'hui. C'est qu'est-ce que nous devons imaginer de plus performant et de plus moderne pour bâtir au Burkina un projet qui soit un projet très innovant. Ce qu'il y a de très innovant, je pense, dans votre projet, c'est ce que le sociologue Edgar Morin appelle la pensée complexe,
c'est au fond de mettre dans la même boîte plusieurs ambitions et à la fois d'avoir des progrès en termes de technicité agricole, à la fois avoir des problèmes dans la formation personnelle des gens, à la fois donc avoir un centre multimédia et des centres de formation, à la fois faire de la technique managériale et à la fois faire du développement personnel. C'est-à-dire que, au fond, de traiter tous les problèmes de l'homme ou de la femme en situation de créer son projet. Et son projet dans l'économie agricole et patronale. De quoi a besoin un créateur dans cette situation? Il a besoin des capitaux, il a besoin de la technique, il a besoin d'un développement personnel, il a besoin d'une approche complexe, globale. Et ça, ce sont des choses qu'on maîtrise encore mal, en tout cas pour le côté français, le côté européen, on n'est pas toujours très au point parce qu'on est encore dans des raisonnements par silo, par catégorie, et donc il y a encore les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, il y a encore des choses qui sont très séparées. Là, on peut essayer de regrouper et de faire du futur burkinabé un honnête homme du 21e siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui a des arcs, des cordes à son arc qui sont des cordes complémentaires. Et ça, c'est un sujet très important. Mais pour moi, on va discuter, on va laisser les jeunes s'exprimer, mais on aurait sans doute quelques questions encore à leur poser pour bien définir le projet et voir avec eux ensuite quelles initiatives on peut entreprendre pour avancer, quel type de calendrier on peut envisager, comment eux-mêmes sont-ils organisés, quelle est la structure de base qui va porter le projet, quel leadership pour le projet, qui parle du projet, comment on en parle et surtout comment on a bien organisé les relations avec les partenaires institutionnels pour qu'il n'y ait pas de conflit quant à, je dirais, l'acceptabilité du projet par les partenaires dont on a besoin. Voilà quelques premières réflexions, mais d'abord une considération et des félicitations pour toute l'équipe qui a préparé cette ambition. Merci, Monsieur le Président. Pensez la taille du projet par phase, pensez les relations avec l'État, pensez à la place accordée au partenariat, mais surtout porter une vision innovante dans le cadre de ce projet. Ce sont vos principales recommandations. On va évidemment y travailler avec ces jeunes pour faire aboutir ce projet. Je vais maintenant leur laisser la parole. Ils souhaitaient vous entendre, puis réagir au fil de vos commentaires, de vos remarques. Merci de dire quel est le jeune qui souhaite s'exprimer en premier. Merci beaucoup, Donia. Merci aux leaders pour la paix, pour les appréciations, les recommandations, les amendements et les orientations qui ont été données. Les jeunes souhaitent apporter 2-3 petites réponses indispensables et ensuite poser 4 ou 5 questions. Et les réactions par rapport aux réponses aux questions qui ont été posées, je pense qu'il y en a qui veulent quand même parler de l'existence, de la connaissance du ministère de l'Agriculture et de la Jeunesse et de ce qu'il apporte. Approchez et parlez. Donc, merci à tous pour l'intérêt porté à ce projet, notre projet. Donc, quand je dis notre, les puristes de la langue comprenaient notre S, ça veut dire que vous êtes inclus. Voilà, à partir du moment où vous l'avez adopté, enfin, je l'espère bien jusqu'au bout. Alors, avant tout propos, et pour permettre à mes camarades de s'installer, je dirais donc que pour l'essentiel de votre intervention, des points d'intervention que vous avez eu à faire, pour nous, ce sont des pistes de réflexion que nous allons explorer et approfondir dans le seul but d'améliorer ce projet qui est le nôtre. Donc, vraiment, pour ne pas me répéter sur l'essentiel, ce sont vraiment des pistes de réflexion, ce sont des suggestions que vous nous faites et que je voudrais vous rassurer que nous allons prendre en compte pour davantage de mûrissement, la maturation de ce projet. Donc, je pense que ma camarade est installée pour apporter pour ce que nous pouvons donner comme élément à chaud. Voilà. Donc, la politique burkinabé en place accompagne les jeunes
particulièrement dans la mise en place de nouvelles entreprises, mais aussi en technique agro-pastorale. Quand nous parlons de partenariat avec, par exemple, le ministère de la Jeunesse ou la NPE, ce sont des groupes qui seront prêts à nous accompagner au niveau de la formation en entrepreneuriat ou en confiance en soi. Et nous avons également le ministère de l'Agriculture qui pourrait nous donner des formations dans ce domaine. Et pour ce qui est du centre multimédia, nous pouvons travailler en partenariat avec le ministère de la Recherche afin d'avoir des techniques agricoles d'actualité sur cette plateforme. Voilà, je vous remercie. Merci Madina. Bon, pour un peu revenir à ce que son Excellence a dit, la mise en œuvre du projet, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de bien l'expliquer, mais ça sera procédé par phase. Nous allons mettre d'abord, ça sera d'abord l'agriculture et on prévoit également les formations en développement personnel, la motivation, afin afin que les formés, les apprenants puissent vraiment intégrer l'agriculture comme un domaine porteur. Donc, ils seront vraiment formés en développement personnel, en gestion des entreprises. Et il faut dire aussi que l'État burkinabé est déjà sur cette lancée avec des projets qui sont déjà sur le terrain. Et la politique de développement du Burkina va vraiment dans le sens du projet que nous voulons mettre en œuvre. Et l'innovation ici, ça sera vraiment permettre aux jeunes d'intégrer l'agriculture vraiment comme un domaine porteur. Donc, vraiment, nous allons nous atteler à vraiment intégrer ça dans la formation. Aussi, nous aurons l'appui, nous avons des promesses d'appui en assistance pour les formations et des appuis aussi en intrants pour la production des différents produits. Et il faut dire aussi que la commercialisation sera un domaine vraiment où on mettra l'accent. On va former les jeunes à comment pouvoir distribuer les produits sur le marché. Donc, une chaîne de commercialisation sera mise en place afin de leur permettre d'écouler leurs produits. Merci, Donia. Moi, ma question est relative au phénomène qui nous afflige le plus par ces temps, c'est la sécurité. Moi, je voudrais savoir au niveau des leaders pour la paix, quelles sont les actions fortes que vous avez menées dans les pays en développement qui font face justement à cette crise sécuritaire doublée maintenant d'une crise sanitaire. Notre projet n'est pas un projet où nous intervenons dans les crises à chaud. Il y a beaucoup d'organismes internationaux, il y a beaucoup de grosses organisations non gouvernementales qui agissent sur le terrain. Nous ne faisons pas partie de ceux qui sont des intervenants dans les crises à chaud. Nous travaillons plus d'abord en valorisant l'expérience qui est la nôtre. Au fond, Leaders pour la paix, c'est une quarantaine de personnalités qui ont connu des situations de crise, qui ont géré des crises graves, qui connaissent un peu la dureté de la situation internationale et qui connaissent l'état de guerre. Et donc, nous mettons notre réflexion en commun et nous travaillons notamment avec les organisations internationales. Nous avons avec l'ONU, avec un certain nombre d'organisations. Nous sommes allés à Genève parler avec un certain nombre de leaders. Nous rencontrons un certain nombre de chefs d'État pour essayer de faire avancer des idées, par exemple, de réforme du multilatéralisme, de la gouvernance mondiale. Donc, nous avons une action qui est une action politique forte pour essayer de convaincre les acteurs de premier plan, mais nous ne sommes pas, nous, engagés de manière directe dans des conflits. Nous cherchons à développer, au-delà de ce rôle d'influence auprès des leaders de chacun de nos pays, nous avons rencontré comme ça et M. Poutine et M. Macron et de nombreux chefs d'État, le président tunisien, le président de Côte d'Ivoire. Nous avons discuté avec un grand nombre de leaders
pour essayer de faire avancer des idées qui sont celles de notre rapport annuel qui notamment traite du multilatéralisme. Mais au-delà de cela, nous avons développé une université de la paix pour avoir des contacts avec les jeunes et nous voulons avoir une action pédagogique et une action d'accompagnement des jeunes qui se battent et des femmes ou tous ceux qui sont aujourd'hui dans la société pas forcément suffisamment écoutés pour les aider à jouer leur rôle. Donc, on est en train de chercher des solutions pour aider des femmes de Côte d'Ivoire en matière de formation à la médiation. Et donc, nous, ce qu'on voudrait avec des jeunes d'Afrique comme vous, c'est vous aider à bâtir un certain nombre de projets qui servent le développement et le développement qui sert la paix. Donc, vous voyez, nous sommes une organisation, je dirais, politique de stratégie d'influence sur les décideurs, mais nous avons aussi une volonté d'être auprès, notamment des publics qui ont des choses à dire et qui ne sont pas suffisamment entendus. Et nous pensons surtout aux femmes d'une part et aux jeunes d'autre part. Et dans ces cas-là, nous voulons les aider à bâtir des projets, à créer des initiatives. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, une forme de réunion qui s'appelle les Peace Lab, où nous discutons avec des personnalités en petit nombre pour trouver des idées très concrètes et opérationnelles pour faire avancer un certain nombre de sujets. Par exemple, il va y avoir prochainement en Chine une réunion sur la biodiversité. Entre la Chine et le Vietnam aujourd'hui, il y a des tensions très très fortes et nous aidons dans cette discussion, par exemple, parce que les Chinois prennent davantage en compte la biodiversité du Mékong, qui est le moyen de s'attacher à une meilleure compréhension des problèmes vietnamiens de la part des Chinois. Donc, on a des sujets de cette nature. Là, nous sommes dans une situation où on veut accompagner des gens qui ont de l'énergie, qui ont du talent, mais qui n'ont pas forcément ou les réseaux, ou les moyens, ou tout pour pouvoir vraiment aboutir sur leur projet. Donc nous, on essaie là de vous apporter un certain soutien et nous allons travailler avec vous pour formuler votre projet et pouvoir le soutenir. Voilà un peu ce que nous faisons, ce qui fait que nous ne sommes pas directement engagés dans des actions de crise chaude. Monsieur le Président. Et pour moi, je sais que pour réussir notre projet, il va falloir que nous, les jeunes, nous soyons vraiment armés de volonté, de discipline et surtout de compétences. Et sachant que nous sommes entourés de leaders du monde, nous osons espérer que nous pourrons profiter des relations que nous aurons avec vous pour renforcer nos capacités, pourquoi pas obtenir des stages dans des institutions internationales où nous pourrons avoir soit des bourses d'études et pendant cette formation, nous aurons l'occasion de nous former, de renforcer nos capacités et d'être aptes à vraiment réussir notre entreprise. Nous voudrons savoir comment Leader pour la paix pourra nous accompagner dans ce sens. Vous avez la deuxième question tout de suite? Oui. Quel serait l'appui nécessaire pour une immersion dans les multinationales, dans les différentes actions comme l'installation du centre agro-pastoral? Merci de me donner la parole. Au regard de l'excellence dont les sommités qui composent l'Association des leaders pour la paix disposent, ma question concerne, j'aimerais savoir, pouvez-vous nous assurer un programme de mentoring en présentiel ou en ligne pendant les 2 premières années de la mise en place de notre centre? Vous avez attiré l'attention sur le fait que nous manquons d'expérience et que nous devons travailler en étroite collaboration avec les stages des anciens pour bénéficier de leur expérience. Pourriez-vous nous donner cette assurance-là que vous pouvez nous faire un transfert, ne serait-ce que d'un pourcentage de l'immensité de compétences dont vous disposez à votre niveau? Merci. Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc je vais toujours dans la même lancée que mes camarades, c'est toujours dans le sens du renforcement des capacités. On sait qu'en fin 2020, le Burkina Faso va préparer les élections. On aura des élections au niveau du Burkina Faso. Donc, vu que votre organisation travaille beaucoup dans le sens de politique, est-ce qu'il serait possible que nous, on puisse justement nous appuyer dans ce sens-là pour qu'on puisse avoir des postes électifs? Parce que ça, c'est important.
Voilà, je pense qu'en tant que jeunes et en tant que femmes, nous avons la responsabilité d'occuper beaucoup de postes et de pouvoir prendre des décisions politiques. Voilà, et c'est par ces décisions politiques-là que nous pourrons faire entendre notre voix et vraiment décider de ce que nous voulons faire de notre avenir. Mais je vais laisser la parole à mes collègues. Je dirais simplement que je vois deux catégories de sujets qu'il faut prendre peut-être séparément. D'abord, le projet de centre. Ça, c'est un projet qu'il faut définir et travailler. Donc, nous, on est prêts à réfléchir avec vous, à travailler avec vous pour bien définir ce projet. Parce que là, il y a quand même encore beaucoup de travail. Il faut penser, disons, à l'architecture du projet. Et deux, après, il faut trouver les partenariats pour avancer sur ce projet. Donc ça, c'est un travail lourd, c'est un travail très important, c'est un travail passionnant. Mais c'est un travail qui est quelque chose de bien spécial et pour lequel on doit avancer pour préciser le projet, qu'on soit capable de le présenter à des entrepreneurs, on parlait du multinational ou un chef d'État de gouvernement, mais qu'en 5-10 minutes, on ait les grandes équations du projet qui soient présentées et arbitrées. Et ensuite, il y a des demandes qui peuvent être collectives ou tous, qui peuvent être individuelles. Comment avoir un stage dans une multinationale? Comment essayer qu'on mène une action de proximité politique pour aider à un certain nombre de bonnes pratiques dans la vie politique. Ça, je pense que c'est d'autres questions, c'est des projets, c'est un peu d'autres projets qu'on peut travailler, mais ce que je dois vous dire avec franchise, c'est qu'on peut pas tout faire. Si on se lance sur un projet, on peut pas trop, parce que on ne peut pas travailler que pour le Burkina, il faut qu'on travaille aussi avec d'autres pays. Donc, je pense qu'il faudra qu'on fasse le tri entre les différents projets. Mais par exemple, je mets le monitoring avec le projet, parce que ça, c'est lié au centre. Donc, on peut trouver comment faire un monitoring du projet. Et encore, on trouvera un autre sujet, parce que le monitoring, c'est un peu encore hiérarchique. Donc, il faudra trouver comment est-ce qu'on crée une dynamique de projet. Donc, ça, c'est un sujet. Et après, moi, je suis très prêt, mais Elisabeth ou Assia, ou je vois que Chérif demande la parole, on peut très bien avoir d'autres approches pour l'appui politique ou pour les stages. C'est une chose qu'on peut aussi faire. Mais moi, je crois qu'il faudra quand même choisir parce qu'on ne pourra pas tout faire. Voilà ce que je voulais dire. Mais moi, je suis assez d'accord pour qu'on travaille volontiers, qu'on apporte des résultats concrets aux projets qui nous sont soumis. Sonia, vous distribuez la parole. Chérif Hamani, je crois que vous voulez dire quelque chose. Agro-pastoral. Voilà. Pastoral me semble un peu avoir une consonance qui n'est pas porteuse. Pastoral. Ça fait référence un peu à l'élevage extensif d'il y a quelques décennies. Je pense qu'il faut essayer de revoir cette terminologie, agro-élevage, trouver la formule. Le deuxième élément que je voulais apporter, c'est qu'en ce qui concerne la taille, je pense qu'il y a un optimum dimensionnel qu'il faut absolument avoir pour pouvoir réussir en termes de production. La troisième observation, c'est qu'il faut éviter la monoculture, la monoproduction. Il faut aller à une sorte de mixité, à une pluriproduction, agriculture et plusieurs espèces dans l'agriculture, mais également l'élevage. Mais l'élevage au sens, il y a le petit élevage, ça va de l'élevage de dinde, en passant par l'élevage de poulet, la pisciculture ou l'élevage de bovins, d'ovins. Je pense que là, il faut avoir une vision beaucoup plus large, c'est important. L'autre élément qui me semble important, c'est le choix de la semence et d'espèces. Il faudrait absolument qu'elle soit adaptée à l'ambiance écologique, au terrain burkini et plus simplement au local où se situe cette intervention. Et je pense que là, il faut également s'adapter au changement climatique. L'autre élément qui me semble important aussi, c'est de faire des raccourcis. C'est très bien de pouvoir profiter du passé, des pratiques ancestrales qui ont montré leur endurance
en ce qui concerne la durabilité, quand vous voyez dans le Sahara africain d'une manière générale, qu'il y a des populations qui sont là depuis 4000 ans, 3000 ans, et qui ont pu créer une agriculture qui a survécu. Donc, il y a une force d'adaptation chez l'homme qui me semble important. Et là, il est essentiel qu'il faudrait tenir compte de ces savoir-faire, mais également se projeter dans la modernité. C'est ce qu'on appelle les raccourcis, un peu en saut de grenouille. C'est leapfrog. C'est important de l'avoir. Donc, avoir et tenir les deux bouts, disons, de la modernité et des pratiques ancestrales. L'autre élément qui me semble aussi important, si vous me permettez, c'est le partenariat. Le partenariat, il faut éviter de s'appuyer sur l'État nounou dans un esprit d'assistance. Je pense qu'il faut se libérer, il faut s'assumer, mais ne pas oublier, comme l'a dit Monsieur le Président, qu'il y a des organisations internationales qui peuvent nous aider. Je pense qu'il y a la FAO, qu'il y a également une action sur le terrain qui est importante, qu'on peut démultiplier. Il y a la Convention sur ce qu'on appelle la diversité biologique, qui peut nous aider, on peut faire le relais. Il y a la Convention de lutte contre la désertification, qui a beaucoup de programmes également de formation, qui peuvent énormément nous apporter. Alors, ce sont là, à mon avis, les éléments que je voulais apporter, et ne pas oublier qu'il ne faudrait pas faire un projet hors sol. Il faudrait absolument s'enraciner sur le terrain, faire ce qu'on appelle la formation en entreprise. C'est comme cela que beaucoup de pays ont réussi. Il faut absolument qu'il y ait une liaison entre la formation et le terrain. Une liaison forte avec le sol, c'est important. Au départ, ça permet aux jeunes d'avoir cette vision pratique et concrète et d'avoir cette vision académique, théorique qui leur permet de progresser. Et enfin, une dernière observation, n'oubliez pas dans la formation l'adaptation. L'adaptation, c'est la clé, c'est le maître mot. Il faut absolument que dans vos jeunes, en tant que jeunes, parce qu'en fait, les gens qui réussissent sont ceux qui se développent à partir de 20 ans et 30 ans. Après, c'est trop tard. Donc là, dans vos jeunes, il faudrait que la dimension adaptation soit présente. Adaptation au climat, adaptation au terrain, adaptation au milieu, adaptation aux technologies qui vont se développer rapidement. Je pense que ce sont là des éléments qui nous permettent d'avoir un projet qui tient la route. Et si vous voulez, après, je parlerai de la formation proprement dite, parce qu'elle est importante. Merci beaucoup, Chérif Rahmani. Je vais passer la parole à Maria van der Hoeven, qui me fait un signe de la main. Merci beaucoup, Donia, et aussi merci beaucoup aux jeunes pour leurs questions, mais aussi pour l'ambition et pour la vision et la passion, parce que je pense que ce sont des éléments vraiment très importants, parce que vous avez choisi une voie qui n'est pas facile, qui n'est pas facile, pas du tout. Donc, il faut avoir beaucoup de vision, mais aussi endurance. Ce n'est pas facile. Il y a déjà beaucoup de travail est déjà fait sur la mission, sur l'ambition, donc sur la continue. Mais je pense que sur le terrain de l'approche, il y a aussi d'autres choses à faire. Par exemple, il faut avoir une structure, une organisation. Il faut résoudre les choses pratiques, naturellement. C'est nécessaire d'être entendu, mais c'est aussi nécessaire d'être visible. Donc, et reconnu. Donc, on a besoin d'une certaine organisation. On a besoin d'une certaine gouvernance du projet, comment monitoring, évaluer le projet. Et ça, c'est important parce que naturellement, on a besoin des moyens, on a besoin des finances. Donc, ce sont des questions qui sont vraiment aussi importantes pour trouver des partenariats, mais aussi pour trouver des investisseurs, pas uniquement dans l'État de Burkina-Faso, mais aussi d'autres investisseurs. Et c'est intéressant que vous avez besoin des stages. Je le comprends très, très bien. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient d'un moment à l'autre. Mais dans le contexte du projet, c'est très bien possible d'avoir des contacts, des relations avec des universités hors Burkina Faso, avec des pépinières d'entreprises, par exemple, hors du pays, et trouver des stages, réaliser des stages dans cette manière. Mais il faut avoir une certaine structure, une certaine organisation de votre projet.
sur le contenu, beaucoup est déjà dit. Je ne vais pas. Je pense que c'est vraiment important de choisir. Donc, et après approfondir la proposition, approfondir les choses que vous avez choisies. Et naturellement, la pérennité et la durabilité sont vraiment absolument nécessaires pour avoir un résultat qui était vraiment pas uniquement pour ces années, mais aussi pour les décennies qui viennent. Merci. Merci Maria. Les jeunes ont aussi soulevé la volonté d'avoir des partenariats, notamment avec des organisations internationales et multinationales. Elisabeth, vous qui êtes dans une grande capitale du multilatéralisme, où il y a beaucoup de sièges des grandes organisations, qu'est-ce qui vous paraît possible, faisable pour les accompagner dans ce sens? Oui, merci et merci pour les questions. Elles sont intéressantes, elles sont variées. C'est difficile de répondre à tout en quelques minutes comme ça. J'aimerais juste revenir sur un ou deux points. Moi, j'ai considéré le document que nous avons reçu pour la séance d'aujourd'hui comme un concept. C'est une idée. C'est évident que c'est pas encore un projet bien élaboré avec des échéances, avec la structure, comment elle va fonctionner, et les aspects financiers. Donc, moi, je pense que ce serait bien que maintenant, vous les jeunes, vous travaillez un peu plus de manière à sortir juste d'un concept de 2 pages, mais d'avoir vraiment un programme avec déjà des échéances et des étapes pour qu'on puisse vraiment vous aider ensuite à commenter ce projet précis. La deuxième chose que j'aimerais dire, on a beaucoup parlé de l'importance d'avoir un appui avec des partenaires. Donia vient d'évoquer l'idée de comment à Genève, des grandes organisations pourraient aider. Alors, je pense que c'est très important. Donc, il faut aller puiser dans ces réflexions et ces expériences déjà faites de manière à devenir plus efficace plus rapidement. Maintenant, pour moi, c'est pas tout de trouver des partenaires, des formateurs et des finances. Il faut aussi l'adhésion de la population, parce que il va falloir que, justement, on a dit, l'idée d'être agriculteur, c'est un projet, c'est un métier noble, c'est un métier essentiel pour les communautés. Il faut que les zones puissent être maintenues à la culture et non pas pour du business qui ne produit aucune aide alimentaire. Donc, je pense qu'il y a aussi un important effort à faire pour que des communautés locales où pourrait commencer le projet soient bien informées, comprennent l'importance et l'intérêt d'un tel projet. Ça me semble essentiel de ne pas oublier la communication vers les communautés locales, parce qu'il faut qu'elles s'approprient aussi ce projet. Il ne faut pas que ce soit un projet imposé de quelques jeunes leaders qui ont une formation déjà pointue et qui viendraient, je mets bien au conditionnel pour ne pas les accuser de vouloir faire ça, mais qui viendraient imposer un projet. Donc je pense qu'il y a un grand effort de formation à faire de ce côté-là, et le centre de communication pourrait être utile dans ce sens-là. Il faut vraiment que ce projet fasse envie aux communautés locales. Il faut que ce projet, après, quand des jeunes qui auront été formés dans ce centre reviennent dans des zones pour pratiquer de l'agriculture, qu'ils soient des gens qui sont reconnus comme apportant une valeur ajoutée, respectés. Et je pense que ça, c'est très important de vendre localement le projet. Au-delà de ça, bien sûr, c'est l'opportunité aujourd'hui, et vous êtes en fait très rapide dans une sorte de réaction par rapport à ce qu'on vient de vivre. Les noms ont été évoqués de Greta, de Covid, donc c'est vraiment une agriculture d'après Greta, d'après Covid, qui peut mettre ensemble toute cette agriculture durable, cette agriculture respectueuse de notre terre, de notre environnement, parce qu'on ne peut pas continuer à l'exploiter comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, elle ne le supportera pas. Donc, si on veut qu'elle continue à nourrir les populations, on doit la respecter. Et je l'ai dit aussi avant, les circuits courts, être capable d'être autonome, c'est essentiel. Mais pour ça, c'est aussi dans le respect des valeurs locales. Voilà.
À Genève, bien sûr, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent. On a parlé de Genève, la capitale de l'environnement. On parle de Genève, de capitale de beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur maintenant des nouvelles approches, le développement durable, essentiel à la paix. Il n'y a pas de développement durable sans paix, il n'y a pas de paix sans développement durable. Et bien évidemment, je pense que ces organisations pourraient être consultées dès lors qu'il y a un projet mieux défini que le concept aujourd'hui qui nous a permis déjà de discuter, mais qui n'est pas suffisant pour aller en effet plus loin. Merci Elisabeth. Je laisse maintenant la parole à Assia Ben Salah. Voilà, Merci Dounia. Écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je voudrais très brièvement juste rappeler que le titre est important. Le problème du phasage, je voulais en parler, l'échelonnage, mais M. Raffarin en a déjà parlé, et de la taille. Je voudrais rebondir sur deux choses qui ont été évoquées, mais pour aller plus loin, à savoir l'adaptation, qui à mon sens est fondamentale parce que l'éducation post-Covid sera autre chose. Elle ne sera peut-être pas centrée sur les skills, ni sur les informations que l'on trouve dans le cloud, mais sur apprendre à être. Et par conséquent, pour moi, le développement personnel est fondamental, mais il doit aller aussi de pair avec la formation, à la fois pour savoir qu'est-ce qu'on produit, le produit, mais aussi le process pour le produire. Et pour moi, ma recommandation aux leaders, c'est d'être dans l'exemplarité. Et ça, vous ne pouvez le trouver que vous-même, en allant chercher ce qu'il y a de plus nouveau dans l'ère du temps, pas du tout pour être à la mode, mais pour ne pas être ringard et ne pas reproduire ce qui a été fait depuis des décennies, mais être dans les nouvelles façons de faire et les nouvelles façons de produire, mais aussi respecter les valeurs. Par conséquent, interdire la problématique du travail des enfants. Et on sait à quel point c'est un problème chez nous en Afrique. Aussi pour la pisciculture, par exemple, interdire ou éviter la problématique du petit poisson vivant, et on décime les poissons sauvages pour faire des poissons d'élevage. Et ainsi de suite. Donc, il y a le process qui est absolument fondamental, et il me semble qu'ils peuvent être dans cette binarité, à la fois réaliste, mais aussi dans l'innovation et ce qu'il faudrait faire pour être exemplaire. Et je pense que l'éducation va de toute façon aller vers ce sens. Le deuxième élément, et Elisabeth aussi en a parlé, c'est aussi la problématique de la durabilité. La durabilité est absolument fondamentale. Or, il est clair que maintenant, il faut se mettre dans les circuits courts, dans les façons de produire qui font éviter à la fois les déperditions d'énergie, de temps et de revalorisation de l'espace. Et par conséquent, il faudrait impérativement, à mon sens, que ce projet soit réellement bien pensé, bien structuré, avant de pouvoir se lancer dans des mentorings et dans ces choses-là. Ça peut arriver par la suite. C'est une connexion, des connexions à la fois personnelles et collectives qui peuvent arriver. Je crois que dans tout cela, les Burkinabés ont aussi une petite chance d'avoir aussi un État porteur, car il faut rappeler peut-être que l'État du Burkina Faso consacre 10% du PIB à la stratégie agricole, et c'est fondamental, c'est parmi les plus élevés d'Afrique. Ce n'est pas le cas partout. Donc, il y a déjà une valorisation de la problématique. Et il est clair que là, nous sommes un peu sur le fil du rasoir, parce qu'il faut à la fois prendre en compte ce qui fait partie des normes nutritionnelles traditionnelles, et par conséquent, les produits que les populations aiment consommer, et ce qui peut être produit dans la perspective des changements climatiques et de la problématique d'amélioration des rendements et des productivités. Donc, ce qui me semble vraiment important, c'est l'attitude à avoir, aussi bien par rapport à ce centre que par rapport à la formation ultérieure, que par rapport à tous ces startups qui vont essayer de créer, sachant qu'il n'y a peut-être pas 10% des startups qui vont résister et qui survivent à cet élan créateur. Mais je me réjouis que cet élan créateur soit là et de l'ambition qu'ont les jeunes Burkinabés d'aller déjà vers des
ambitions beaucoup plus importantes et plus grandes. Et peut-être qu'on pourrait les aider justement à aller vers cela. Merci Assia Ben Salah. Avant de repasser la parole à Justine Koulidiati, au Premier ministre Zongo, je voudrais un peu résumer ce que vous avez dit, définir ce projet de façon plus précise, transformer cette note conceptuelle dont parlait Elisabeth Decré en un projet plus opérationnel, le renommer, définir sa taille, éviter la monoculture, faire des raccourcis en saut de grenouille, comme nous le disait le ministre Cherif Ramani, se projeter dans l'avenir, mais se baser également sur les acquis civilisationnels du Burkina, et puis également profiter, comme vous l'avez dit, Assia Ben Salah, de cette avancée, entre guillemets, du Burkina, qui est d'ailleurs depuis très longtemps, depuis l'ancien président Sankara, un des rares pays à avoir mis le défi environnemental au centre de tout. Voilà. Et puis ensuite, la deuxième étape serait évidemment de travailler avec vous, les jeunes, dans une mise en œuvre plus réaliste et plus opérationnelle une fois qu'on aura défini et répondu à tous ces points. Je vais peut-être passer la parole à la présidente Justine Koulidiati et au Premier ministre Tertius Zongo. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je veux simplement remercier tous les intervenants. Ils l'ont eux-mêmes remarqué. Les leaders ont vraiment fouillé au-delà pour vraiment apporter des réponses et des propositions qui doivent leur permettre d'améliorer leur projet et de le redimensionner. Lorsqu'ils ont choisi d'aller dans le domaine, moi, j'ai trouvé que c'était effectivement quelque chose de bien. Étant à la faculté d'économie et de gestion, nous sortons près de 500 étudiants par an formés en économie agricole et des ressources naturelles qui sont dans la rue sans emploi. Sans compter ceux qui sortent de l'INERA, qui sont formés dans le domaine du monde rural, ceux qui sortent de l'université de Dédougou, ceux qui sortent de l'université polytechnique de Bobo et ceux qui sont aussi dans les universités privées. C'est vraiment près de 15 000 à 16 000 étudiants qui sont déversés chaque année et l'État n'arrive pas à absorber plus de 4 000 étudiants à travers les concours et les recrutements divers. Je pense que la problématique a été bien perçue par les leaders et les jeunes se sont effectivement intéressés à un secteur qui est une priorité pour l'État en termes d'autosuffisance alimentaire, en termes d'opportunités d'emploi et de création d'entreprises à gain rapide, avec beaucoup d'opportunités qui peuvent être données pour les appuyer dans la préparation de leurs projets. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette écoute, pour avoir donné l'opportunité aux jeunes de discuter avec vous. C'est devenu une réalité, même si certains avaient l'habitude de discuter avec des grands dirigeants, mais ils n'avaient jamais eu l'opportunité de voir Jean-Pierre Raffarin, ni encore ma grande sœur Assia. Voilà. Je voudrais sincèrement vous dire merci et vous dire que ces jeunes sont vraiment engagés. Vous savez, j'avais peur parce que je ne voulais pas m'immiscer dans ce qu'ils font pour que vous puissiez voir ce dont ils sont capables et puis voir leur engouement. Et je vous dis que parfois, j'ai reçu des SMS ou des WhatsApp à des heures indues pour me rendre compte qu'ils travaillaient au-delà de 23 heures, au-delà de 1 heure du matin pour s'accorder sur une question de leur projet. Voilà. Donc, sincèrement, ce sont des jeunes intéressés qui sont vraiment sérieux pour avoir travaillé avec des organisations sur d'autres plans. Et je suis certaine que vous allez tirer vraiment un réel plaisir à travailler avec eux. Merci. Non, je crois qu'il n'y a plus de grand reste. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a eu quand même des échanges avec ces jeunes pour voir qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête.
Et quand j'ai vu qu'ils s'orientaient vers ce type de projet, je ne leur ai pas dit. Je n'ai pas dit ce que je pensais vraiment. Mais je dois vous dire deux choses. La première chose, lorsqu'on regarde nos pays, on se rend compte, et ça ressort dans leur projection, que plus de 85% de nos populations sont dans les zones rurales et ils vivent de l'agriculture et de l'élevage. Mais on se rend compte que tous ceux qui viennent, et je crois que soit c'est Elisabeth qui l'a dit ou Maria, il faut sortir les gens de la pauvreté. Mais si vous voulez sortir les gens de la pauvreté, il faut d'abord aller où les gens sont pauvres. Et où les gens sont pauvres, c'est dans les zones rurales, c'est tous ceux qui pratiquent ce type d'activité. Ça, c'est un élément. Mais lorsqu'on regarde les jeunes dans nos pays, on a un peu l'impression que les jeunes ne veulent plus aller à la terre. Mais l'impression n'est pas vraie. Ce n'est pas que les jeunes ne veulent pas aller à la terre, mais vous ne pouvez pas demander aux jeunes aujourd'hui qui ont une certaine connaissance du monde d'aller avec une daba, se courber sous le soleil pendant 10 heures et 15 heures et ne pouvoir labourer que quelques mètres carrés. Et comme Ramani le disait, ne pas avoir des semences qui sont adaptées à la pluviométrie, c'est-à-dire aller travailler comme travaillait les grands-pères. Je ne vois pas comment on peut envoyer des jeunes pour faire ce travail aujourd'hui. Donc, les jeunes ne sont pas désintéressés par rapport à l'agriculture. Mais ils veulent voir un autre type d'agriculture qui devient un business. Je ne vais pas cultiver juste pour m'assurer que je peux me nourrir et quelquefois même, tu n'arrives pas à te nourrir, tu te portes sur le marché comme un acheteur parce qu'il a manqué une pluie, il a manqué 2 pluies et finalement le champ est complètement ruiné. Donc on a besoin d'une autre approche. Et le troisième élément, c'est que vous ne pouvez pas amener quelqu'un à réussir s'il n'a pas la volonté de réussir. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un à être performant dans un domaine si lui-même n'a pas pris conscience que c'est ce qu'il veut faire et on l'accompagne. Donc, j'ai été doublement étonné de voir des jeunes qui viennent, qui disent, nous, ce qui nous paraît essentiel, c'est un projet dans le domaine de la culture, mais pas comme on le voit ailleurs. Donc, je pense que venant d'eux-mêmes, je ne vois pas qui peut convaincre des jeunes plus que des jeunes. Ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que toutes les observations qui ont été faites ici, qui sont très pertinentes, puissent être prises en compte pour que ce projet puisse être vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Parce qu'aujourd'hui, avec cette période de la COVID qu'on a vécue, chacun se rend compte qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il faut arriver, même si on n'a pas une autosuffisance ou une indépendance, au moins on doit augmenter son niveau de production d'un certain nombre de biens et de services. Et pour nos pays, se nourrir reste la priorité essentielle. Et voir les jeunes qui se disent, nous nous engageons pour que les gens puissent se nourrir, mais au-delà de se nourrir, en faire un business et pouvoir vraiment être la réponse à nos propres problèmes. Donc, ça vous dit, moi, dans toute mon expérience, c'est une des rares fois où je vois des gens qui viennent sur une idée où on souhaite les voir adopter l'idée, mais c'est eux qui viennent à vous avec cette idée. Je les aurais vus venir avec des idées à la mode et tout, voilà, ils veulent faire ceci, cela, mais je ne pensais pas les voir venir dire, écoutez, nous voulons nous investir dans la culture. Et comme Jean-Pierre dit, mais pour qu'on ait une nouvelle approche, un leadership, c'est d'abord la fonction, mais quelle est la communication qui accompagne la fonction? Je veux faire quelque chose, mais comment je fais pour influencer les autres, pour les amener à le faire? Et on voit que ce projet est un projet multidimensionnel qui va permettre vraiment de faire un peu ce saut qualitatif. Donc, oui, les observations ont été faites, ils vont les prendre en compte, mais le dernier élément que je voulais dire, n'oublions pas que s'ils doivent approfondir certains aspects, ils n'ont pas la compétence pour le faire. Et Assia l'a dit, on ne voit pas d'ingénieur agronome pour approfondir certains aspects. Et bon, ils vont voir un ingénieur agronome. Maintenant, qu'est-ce que cet ingénieur? Il dit quoi pour approfondir les aspects? Donc, attendons-nous
si on veut mettre plus de spécialisation dans le phasage du projet, dans son élaboration, que la volonté, la passion qu'eux ont de faire, et les autres, cette volonté ne suffit pas, et que ceux qui peuvent le faire ne le fassent pas, aux conditions du sacrifice qu'ils sont en train de faire. Il faut que ça, ce soit quelque chose qu'on ait en tête, que des intervenants extérieurs, des spécialistes qu'on va appeler, pour amener à approfondir un certain nombre de questions, voilà. Vous comprenez un peu ce que je vais dire, mais Justine et moi, nous serons à côté pour que Donia soit informée un peu des avancées et de comment ensemble nous allons accompagner ces jeunes. Merci à tous. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous les jeunes présents, Madina, Kadiatou, Olivier, Clarisse, Ibrahim, Elodie et Nora, et tous ceux qui n'ont pas pu être là et que vous représentez. Lors de nos réunions de préparation, l'un d'entre vous avait dit on a besoin de rêver parce que le rêve est une arme de construction massive. Je crois qu'aujourd'hui, vous nous avez fait rêver et je remercie évidemment les leaders et je laisse la parole à notre président pour conclure cette première édition d'Agora for Youth en direct du Burkina Faso. Bien, d'abord, peut-être une méthode pour la suite. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous organisions, nous, leaders pour la paix, que nous vous adressions un peu une note de commentaire de nos des échanges. C'est-à-dire qu'on va vous dire ce qu'on en pense et on va vous dire les questions qu'on pose pour vous aider aussi à préciser cette communication du projet pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait être sa caractéristique. Donc, nous, Donia et toute l'équipe qui est ici, on va essayer de faire un document très simple, 2 ou 3 feuillets, mais de dire, voilà, comment est-ce que on pourrait définir l'architecture telle que nous le voyons après cette discussion, pour que vous puissiez aussi discuter et remodeler comme vous le sentez. Et donc ça, je pense que ça peut être la première étape. La deuxième étape, ce serait peut-être que 1 ou 2 membres de votre équipe, avec 1 ou 2 de nos leaders, approfondissent ce document et travaillent un peu ensemble pour qu'on puisse bien définir quel serait le travail à faire. Et la troisième étape, ce serait peut-être qu'on organise un déplacement de 1 ou 2 personnes de l'équipe des jeunes, là, ou 3, on pourrait avoir ça, qui pourraient aller voir quelque chose qui ressemble un peu à ça, mais qu'il faudrait dans un des pays là, qui est présent, on ne sait pas où, aux Pays-Bas, au Maroc, je ne sais où, on va voir en Suisse, en Algérie, en Tunisie, en France, en Poitou ou ailleurs, on pourrait essayer de voir sur le terrain, avec peut-être des ingénieurs, peut-être, vous voyez, que on fait un premier projet, nous on fait pas un projet, on fait un commentaire du projet. On pose un certain nombre de questions pour préciser. Vous retravaillez ça, vous nous dites un peu comment vous voyez, vous dites là vous avez tort, là ça nous intéresse, tout ça. Ensuite, deux personnes de chez nous, là, échangent avec quelques jeunes chez vous pour voir un peu quelles pourraient être les étapes de travail. Et puis, on fait une opération, une action locale, on organise autour de chez un de nous, là, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas là, dans un pays, on aurait identifié qu'il y a quelque chose qui s'approche un peu de ça pour essayer d'aller discuter sur le terrain. Puis on pourrait avancer comme ça. On va, puisqu'on a parlé un peu de phasage, moi je vous propose, Donia, qu'on travaille sur notre réaction à votre projet et les questions qu'on vous pose pour, disons, construire la première architecture. Les questions qu'on devrait poser. Et puis, et reprendre un peu les remarques dont Donia a fait un peu la synthèse pour qu'on essaie d'enclencher une discussion et de voir comment est-ce qu'on peut avancer. Sachant que de toute façon, avec Donia, et je pense que les leaders qui sont là, on est d'accord, et je le dis à tous les jeunes, on est d'accord pour assumer un devoir de suite. On va suivre et ce devoir de suite, on va le faire en sorte pour que sans doute qu'un ou deux d'entre nous vont plus s'impliquer que d'autres, mais on pourra quand même travailler, quitte à ce qu'on refasse quelque chose comme ce qu'on vient de faire, parce que c'est quand même très utile de frotter nos cervelles. Alors, je voudrais dire
à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Tertius, combien je suis heureux qu'on ait pu avancer comme ça. On sait que c'est très difficile, mais on sait que l'escalier, ça commence par les premières marches. Et donc, on est engagé, et je voudrais, Tertius, te dire combien on est reconnaissant et combien, Justine, on apprécie aussi ton travail, votre travail à tous les deux, tous grâce à la fois votre sagesse de référence, mais en même temps la capacité que vous avez à communiquer avec les jeunes pour pouvoir rassembler cette communauté de jeunes avec un projet. Je voudrais dire aux jeunes qui font vraiment très sincèrement notre admiration, parce que c'est quand même très difficile quand on est dans un pays secoué par des graves crises, souvent, comme le disait Ibrahim tout à l'heure, qui sont des crises simultanées, et en même temps, on a plusieurs choses à gérer, de penser à l'avenir, de structurer l'avenir. Il faut penser à l'avenir, il faut structurer l'avenir. La vie l'emporte toujours sur toutes les difficultés, et donc il faut toujours choisir le camp de la vie, il faut toujours choisir de construire, de penser le futur, de bâtir des projets. C'est comme ça qu'on vit et qu'on crée, au fond, qu'on crée de la vie en choisissant systématiquement la vie. Donc, il faut des projets, et nous sommes complètement conscients que c'est une richesse formidable. Vous êtes une vraie pépite, car des jeunes sans projet, ce sont des jeunes qu'on peut pas aider. Les jeunes avec projet sont des jeunes pour lesquels on peut se mobiliser, et c'est pour ça que votre exemple, il est très fort pour nous, il nous touche, et on a de l'admiration, et vous pouvez être sûr que nous allons nous impliquer pour essayer de déboucher. Et puis, si c'est plus compliqué qu'on ne pensait, puis on trouvera des solutions, on trouvera des stages, on trouvera des choses, on trouvera, avec de la bonne volonté, on trouve toujours des choses, bonne volonté et bienveillance. Vous nous avez donné cette envie d'être à vos côtés. On a parmi notre équipe Donia, qui doit se sentir par l'âge encore plus concernée que nous, et donc qui va coordonner un peu notre travail. Mais je crois pouvoir dire au nom de mes amis et collègues qu'ils peuvent compter sur nos implications, et s'il faut aller à Genève, s'il faut aller à l'Aix, s'il faut aller à Alger, s'il faut aller à Casa ou je ne sais où, et même dans le fin fond du Poitou, on sera là pour accueillir et pour faire en sorte qu'on ait les contacts qui sont utiles pour avancer sur le projet. Donc, un grand merci à tout le monde, un grand merci à mes amis leaders pour la paix et à leur générosité, parce qu'au fond, donner du temps, donner de l'échange, ça nous fait du bien, mais c'est pour ça qu'on est tous ensemble, pour avoir l'occasion de faire des choses qui sont utiles et qui donnent du sens à nos engagements. Et merci à vous, Donia. Hein? Bon. Et puis, donc, on continue, on va avancer comme ça. Merci à tous, à bientôt. Au revoir Justine. Tu peux désactiver ton micro. Merci à tous et au revoir. Au revoir. Au revoir.